jours في le cabinet. Alors, très bien. Bon, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire, vous le savez, c'est l'inflammation, la définition de l'asthme. C'est une inflammation bronchique. Et il y a une inflammation quand il y a une maladie asthmatique chez un enfant asthmatique. Quand l'asthme est intermittent, les bronches ticonomziennes, pas de problème. Il n'y a pas d'inflammation, rien du tout. C'est l'asthme intermittent. On n'a pas besoin de traitement anti-inflammatoire au long cours. Mais quand l'asthme est un petit peu plus sérieux, il y a une inflammation chronique qui s'installe. Alors, plus ou moins sévère. Quand elle est légère, ce qu'on appelle un asthme persistant, léger, modéré, il y a une base d'inflammation tout le temps. Parce que l'asthme, la définition d'Yalou, c'est l'inflammation des bronches. Ok? Et la petite inflammation, allez, je voulais vous dire une chose. Si vous ne comprenez pas quelque chose, là, vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Parce qu'on n'est pas là pour un cours, on est là en discussion. D'accord, sur lesquels vont se greffer des épisodes aigus. Donc, c'est ce qu'on l'inflammation et hop, il y a un événement quelconque. Le rhume et tout ça, l'inflammation, ok, avec la bronchoconstriction, etc., etc. Et puis après, hop, ça redescend et on revient sur... Alors aujourd'hui, on ne va pas trop parler du traitement de fond, mais on peut en parler avec la discussion si vous voulez. Alors le traitement du fond, le but d'Yalou, c'est quoi? C'est de baisser cette inflammation au maximum, voire de la faire disparaître. C'est pour ça qu'on donne un traitement anti-inflammatoire au long cours, qui sont les corticoïdes inhalés. C'est le traitement de l'asthme. Le traitement de l'asthme, c'est les corticoïdes inhalés, avec parfois des bêta-2. Non, il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. D'accord, mais la pierre angulaire du traitement de l'asthme, c'est les corticoïdes inhalés, c'est le traitement anti-inflammatoire au long cours. Donc, plus on donne ce traitement anti-inflammatoire au long cours, plus on diminue l'inflammation des bronches. Ceci dit, même chez des enfants qui ont un traitement anti-inflammatoire au long cours, bien suivi, mzian, avec un asthme contrôlé, on va dire, ça ne les empêche pas de faire de temps en temps des crises d'asthme. La plupart du temps, quand le traitement est bien suivi, on les gère facilement à domicile. Quand le traitement n'est pas très bien suivi, c'est un peu plus sérieux. Ok? Et c'est là où l'enfant, on le revoit aux urgences, etc., etc. Il faut savoir que parmi les maladies chroniques, c'est la première cause d'absentéisme scolaire et de limitation des activités chez l'enfant. D'accord? Ce qui fait que c'est quand même une maladie que l'on voit. En hiver, vous en voyez beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. D'accord? Alors, voilà. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont entraîner les crises d'asthme. Bon, moi j'écris exacerbation parce qu'il faut écrire, mais on dit crise. Franchement, exacerbation et tout ça, c'est trop liche français. Crise d'asthme. Les causes en premier, c'est les virus. Et c'est pour ça qu'en hiver, en période automno-hivernale, on a beaucoup de crises d'asthme. Vous voyez que les enfants, ils vont mieux en été. Mais ce n'est pas parce que la maladie, l'inflammation, elle diminue en été, c'est parce qu'en été, il y a moins de virus. D'accord? Tout simplement. Alors, en premier, la grippe. Ce qui justifie la vaccination antigrippale des enfants asthmatiques, au moins ceux qui ont des asthmes un petit peu sévères. Ok? Le VRS, c'est quoi? Le VRS ne survient pas que chez le bébé, ça peut survenir même chez le grand, même chez le vieillard, etc. Et c'est un pourvoyeur de crise d'asthme. Les rhinovirus, les 3 principaux virus qui sont pourvoyeurs de crise d'asthme. Et la grippe, c'est la plus pourvoyeuse de crise d'asthme sévère. Ok? Alors après, il y a l'environnement, il y a la pollution. Je dis la pollution, les allergènes, le tabac. Il y a l'asthme non ou mal contrôlé, c'est-à-dire que, voilà, l'inflammation, elle est toujours là, parce que le traitement n'est pas suivi. Donc, il y a toujours un fond d'inflammation, ce qui fait que dès qu'il y a le moindre petit truc, hop, ça monte. Alors que si l'inflammation est au plus bas, il est possible que même si on attrape un virus ou le chikungunya, il n'y a pas de pic, si vous voulez, de crise. D'accord? Quand vous avez une mauvaise adhérence au traitement, bien entendu, c'est des causes de crise d'asthme, ça c'est normal, on le sait. Quand vous avez une crise modérée ou sévère récente, c'est-à-dire que l'enfant, la semaine dernière, une crise
Ok, c'est une cause de crise d'asthme parce que l'inflammation, elle n'est pas encore tout à fait résolue. Alors l'asthme sévère, bien entendu, c'est un pourvoyeur de crise d'asthme. Et puis il y a aussi une susceptibilité génétique. Il y a des enfants avec des facteurs génétiques, on le sait maintenant, qui vont faire beaucoup plus de crises d'asthme que d'autres. C'est clair? Pas de souci. On avance. Alors, la prise en charge, elle est en 5 étapes. Chaque fois que vous avez un enfant qui vient avec une crise d'asthme, la première des choses, d'abord, on parle diagnostic posé. Je vous les difficultés diagnostiques. Crise d'asthme, سهلة مالة معروفة, gêne respiratoire, bradypnée expiratoire avec sifflement, gêne respiratoire précédée d'une toux, d'une rhinite, ou la accompagnée, ou le chihaja. Ça, on ne va pas aller sur le diagnostic de l'asthme. Je considère que l'enfant est asthmatique sans rapport. Ok, parce que sinon, on a un cours jusqu'à demain matin. Donc voilà. Alors, il y a 5 choses que vous devez tout le temps avoir en tête. Évaluer la sévérité, évaluer le risque d'une crise sévère. D'accord? D'abord, l'enfant tige. Si bon, finalement, il a une petite crise modérée, c'est pas très grave. Mais c'est peut-être un enfant qui a des facteurs de risque de faire une crise sévère. Et ça, c'est très important de l'évaluer. Parce que si c'est un enfant qui vient chez vous, nef jdida, ou c'est comme le village perdu, c'est perdu à 50 km, vous allez considérer qu'il y a un risque de crise d'asthme, d'accord? Sévère. Moulay Abdallah, c'est un facteur de risque. Ce qui fait que ça dépend des enfants. Et les facteurs de risque, on va les voir tout à l'heure. Donc, vous évaluez la sévérité actuelle, mais vous évaluez également quel est le risque que cet enfant fasse une crise sévère. Et ça, c'est hyper important. Alors, l'étape, la troisième, initier le traitement en fonction de la sévérité et poser l'indication d'une hospitalisation. Est-ce que cet enfant, vous pouvez le gérer chez vous ou là, est-ce qu'il faut hospitaliser? Okay. Ensuite, une fois que l'enfant est traité, il faut organiser le retour à domicile. C'est-à-dire que ce n'est pas des enfants que vous pouvez lâcher dans la nature. Il faut gérer la crise à la maison, faire un petit protocole. P2, un protocole écrit en arabe. Les patients, etc. Ok? Et bien entendu, la 5e étape, c'est soit vous instaurez un traitement de fond. Maintenant, pratiquement tous les pédiatres savent le faire. Soit, si vraiment vous ne pouvez pas, ou là que la situation est très sévère, ou là que vraiment vous vous sentez dépassé par la situation, vous envoyez vers quelqu'un de plus spécialisé, ou là vers une structure, ou là un service, ou les chirurgiens. À les 5 étapes. Okay? C'est bon, on avance? Oui. Pas de problème, c'est clair jusqu'à maintenant? Très bien. Alors, l'étape 1, on évalue la sévérité. Bien. Alors, la crise est légère à modérée. C'est un enfant, c'est ce qu'on voit dans la grande majorité des cas. Ils toussent, ils sifflent, ils sont gênés, ils arrivent et ils parlent. C'est des enfants qui préfèrent toujours la position assise, mais bon, quand on les allonge pour les examiner, ça les dérange pas beaucoup. D'accord? Ils ne sont pas agités, la fréquence respiratoire est augmentée. Chez l'enfant, dès qu'il y a un problème respiratoire, ça claque. Il n'y a pas de signe de lutte, c'est-à-dire vous n'avez pas de tirage, vous n'avez pas de truc de creux sternal, vous n'avez pas de tirage intercostal. Et la fréquence cardiaque n'est pas très élevée, et quand vous mettez le stéto, vous entendez les sifflements, vous les entendez bien. C'est un enfant gêné, mais c'est pourquoi? Parce que la bronchoconstriction, elle n'est pas encore très sévère. C'est encore, ça passe. D'accord? Donc, vous les entendez. Et la saturation, elle se situe entre 91 et 95. Alors, le saturomètre au cabinet. D'abord, je crois que tout le monde en a un. Combien petit saturomètre, c'est tout. Le problème, c'est pour les enfants petits. Les et tout ça. Bon, moi, des fois, je le mets l'orteil. Mais l'orteil, c'est beaucoup avec l'orteil. Ce qui fait que quand on appuie beaucoup, bien entendu, ça fausse les résultats. Ok? Donc, des fois, je le mets le pouce. Des fois, j'arrive pas. C'est grave, mais on vous n'êtes pas les seuls. C'est pas évident de prendre une saturation à un bébé. Donc, ce qui fait que les chiffres qu'on a, ils sont... On peut pas, par exemple,
peut-être que c'est 93 ou 90. Donc l'état clinique général, il est quand même fiable. Ce qui fait que, mais quand l'enfant est grand, à partir de 3 ans, 4 ans, c'est facile, ça y est, il faut le rassurer un petit peu parce que ouais, il voit que l'appareil arrive, déjà il s'agite, mais c'est la pratique de tous les jours. Donc il faut il faut le détourner son attention, et c'est tout. Ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, la crise sévère, un petit peu plus sévère que ça, c'est un enfant qui va parler entrecoupé. En général. Ouais, le tir. Ok. Il a tendance à se pencher en avant pour rechercher le maximum d'oxygène. Il est agité, il est pâle, il a une polypnée importante. Il commence à avoir des signes de lutte, d'accord? Le tirage susternal, intercostal, les ailes du nez qui battent un petit peu. Il peut avoir une bradypnée quand même assez importante. Et là, les sibilants, ils sont plus ou moins audibles. Il ne faut pas se faire piéger par ça. Plus la crise est sévère, moins on entend les sifflements. D'accord? Ça, je le dis franchement parce que ça, c'est quelque chose de très important. Alors, quand vous donnez de la ventoline, vous donnez et que vous commencez à entendre des sifflements, là, vous vous dites, ah, ça commence à lâcher un petit peu. Mais quand on n'entend pas ou les sifflements sont faibles, alors que l'état respiratoire est inquiétant, c'est un signe de gravité. Et puis, la saturation, elle est inférieure à 91. Mais je vous dis aussi, c'est en fonction de la facilité de prendre la saturation avec le petit saturon. Ok? Et puis la crise, elle est menaçante. Là, c'est la somnolence, l'enfant est bleu, il est confus, il a des sueurs, le thorax est bloqué, silencieux. Ça, c'est transfert en réa direct. Vous réfléchissez même pas. Transfert en réa direct. Si c'est possible de faire un traitement pendant le transfert. Parce qu'on a eu des cas de décès pendant les transferts. Il y a des décès. Il y en a eu il y a quelques années. Donc, voilà. Ce qui fait que quand la crise est légère à modérée, le traitement, c'est toujours en ambulatoire. C'est ce qu'on fait. Quand c'est alors, je vais juste... Voilà. Alors, si c'est sévère ou menaçant, c'est le transfert en soins intensifs. En sachant que on fait un traitement ambulatoire, oui, mais c'est en fonction des facteurs de risque. C'est-à-dire que parfois, la crise, elle est légère, c'est ce que je vous ai dit, mais il y a des facteurs de risque et donc peut-être qu'il faut discuter l'hospitalisation. Si l'enfant, et à ce moment-là, vous pouvez suivre en hospitalier, ce n'est pas un problème. Et il ne faut pas lâcher l'enfant dans la nature. Ou là, vous le gardez quelques heures avec vous, le temps que ça se relâche. Moi, ça m'arrive très souvent. Si j'ai l'enfant, il a une crise sévère, moi, j'habite loin quand même des structures hospitalières. Je travaille loin, je n'ai pas de structure toute proche. Il faut une demi-heure en voiture pour arriver à Atfal. Un GLC pire, avec la circulation et tout. Ce que je fais des nébulisations. C'est un télécorticoïde ou c'est une chauffe. Et des fois, ça se relâche. Donc, je le garde 2 heures, 3 heures chez moi au cabinet, dans une salle. Ok, donc c'est des choses qui sont faisables. Il faut juste avoir un endroit où l'enfant peut rester au calme avec ses parents. Ok, donc il y a l'évaluation de la sévérité. Pas de questions? On passe? Oui. Les corticoïdes au cabinet, sous quelle forme vous les administrez? Oral. Il n'y a pas de différence. Oral. l'oxygène في الكابينة؟ عندي خسر لي l'appareil. Ce qui fait que maintenant j'utilise un nébulisateur à air comprimé. Un extracteur d'oxygène. كان عندي l'extracteur. تفسد لي et donc je l'ai fait réparer, mais il ne s'est pas bien réparé. Là, le débit d'oxygène نقصلو بزاف. Donc du coup, moi j'utilise un nébuliseur bête de celui que les parents achètent. J'utilise au cabinet, à air comprimé, tu dis que non, il faut de l'oxygène et tout ça. Tout ça c'est du blabla. Moi j'ai jamais vu. Là ça marche. Jamais. Madame Slaoui, tu dis il faut l'oxygène. Non, ça marche avec l'extracteur. L'extracteur marche, mais les nébuliseurs à air comprimé peut-être 1000 dirhams, 700 dirhams, ça marche aussi bien. Exactement. C'est pas un extracteur, c'est à air comprimé. Le truc, c'est que tu sais de la ventoline. J'ai jamais eu d'accident avec. Ils décrivent, dit que le truc, l'hypoxie paradoxale et tout ça, en fait, moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Donc, si vous avez un nébuliseur
au cabinet qui coûte pas très très cher et qui fonctionne, ça fait l'affaire. والخاص ودابا خاصو دابا بزاف دابا à 700-800 dirhams tu as un truc qui marche très très bien. 500 dirhams. 500 500 500 كيعطونا كيجيبوهم من ايطاليا. هنايا في كازا كاين اللي بغيتي تيجيبهم من ايطاليا تيجيبهم من طاليان بزاف exactement bonjour d'accord alors l'étape numéro 2 c'est ce que je disais même si on a évalué la sévérité il faut évaluer les facteurs de risque et regardez que les facteurs de risque ils sont quand même assez nombreux. Si vous avez un enfant qui a déjà été hospitalisé intubé ventilé pour une crise d'asthme هذاك واخا تكون فيه la crise il faut l'hospitaliser. Là, au moins le garder quelques heures, mais l'hospitaliser. Parce qu'il y a toujours un risque. Moi, je me rappelle, les deux frères, دائما في l'arrière. عقلتي عليهم حمزاز عقلتي عليهم toujours à l'arrière. Parce que معروفين les frères, deux frères. Chaque semaine. Et chaque semaine, c'est pas grave, on se retrouve à l'arrière intubé ventilé. C'était calamiteux. Ils vont bien maintenant. Tu sais. Hein? Non, c'était des asthmes graves. Mais c'est vrai que génétique, sûrement génétique. Sûrement génétique chez. Parce que les deux frères, des asthmes. Tu sais que je les ai revus, ça fait. Enfin, quand j'ai commencé au cabinet, oh, alhamdoulilah, ils vont bien. Ils font toujours de l'asthme, mais bon, c'est beaucoup moins grave qu'avant. Ok? Alors, quand on a une hospitalisation pour crise d'asthme sur les 6 derniers mois. Alors, la intubation-ventilation, même si ça fait 2 ans, d'accord? Quand il y a une crise, il faut faire attention. Hospitalisation durant les 10 mois. Quand il y a une pauvre observance thérapeutique, bien sûr, quand le traitement de fond n'est pas bien suivi, ça veut dire que l'inflammation gagne. C'est de ça qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a un risque d'inflammation très importante. Quand on a un enfant qui est actuellement ou très récemment sous corticothérapie orale, c'est-à-dire il prend des corticoïdes, mais il fait une crise. Ça veut dire que nos sources moyens thérapeutiques ils vont être limités. Donc il faut vraiment bombarder. Et ça, on ne peut pas le faire à domicile. Ça sera probablement par voie intraveineuse, avec des nébulisations, tous les quarts d'heure, après toutes les heures, après toutes les 2 heures, etc., etc. Ça peut veut dire aussi que la composante de bronchospasme est plus importante que l'inflammation. Oui, ça peut vouloir dire. Exactement. Il peut y avoir aussi une infection. Intercurrente. Donc, c'est des choses que tu ne peux pas gérer comme ça dans l'urgence, aux urgences. C'est des enfants, si les sous-corticoïdes, il y a une semaine, le traitement et tout ça, il s'est amélioré un peu. Et au bout, il y a moins de les corticoïdes, ça veut dire que l'inflammation, elle est toujours là, que le bronchospasme est très important. Et donc, c'est des enfants qu'il ne faut pas lâcher, il faut vraiment les surveiller. Alors, quand vous avez une utilisation très fréquente de bétade, c'est-à-dire que alors, quel est le problème avec ça? Est-ce que vous le connaissez? Il y a une saturation des récepteurs, des bêta-2. C'est-à-dire que les bronches font des récepteurs. Et quand vous donnez trop, ça sature les récepteurs. Une fois que les récepteurs sont saturés et que le bronchospasme et tout ça, il n'y a plus de réponse. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut passer? Il faut passer à la voie intraveineuse ou la tachycardie ou dixchiculo. Donc il faut passer à la voie intraveineuse et essayer d'autres thérapeutiques. Ok? Alors les bêta-2 courte durée d'action, c'est ce que vous trouvez dans les littératures, c'est SABA. D'accord? À partir de combien de la fréquence pour que ça sature? Je ne sais pas. Chacun, c'est la génétique. sensibilité de chacun et la susceptibilité de chacun. Il y a peut-être des enfants qui vont saturer au bout de, je ne sais pas, 10 bouffées, et il y en a d'autres, ils peuvent dire la ventoline toute la journée, mais c'est toujours un risque. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais donner les bêta-2 mimétiques en traitement prolongé. Jamais. Même accompagné de corticoïdes, jamais. Parce que vous risquez que le jour où vous allez avoir une crise d'asthme, ça ne réponde plus aux bêta-2. Il faut donner les bêta-2 à action prolongée, comme les LABA, les salmétérol, etc. Enfin, sérétide, ça fume, Saint-Bucor, machin. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les donner aux enfants de moins de 4 ans. C'est-à-dire qu'on a une limite d'âge. C'est pas que c'est interdit. C'est pas interdit.
Le problème, c'est qu'aucune étude n'a été faite dans cette tranche d'âge. Et les études ne sont pas faites dans cette tranche d'âge. Pour le salmétérol, pour le formoterol. Ok. Donc du coup, il n'y a pas d'études, ce qui fait que il n'y a pas d'AMM. Voilà. Mais des fois, on est obligé de les utiliser hors AMM. On explique. La saturation, elle est irréversible. Non, elle est réversible. Il faut juste arrêter de donner. Il faut, à ce moment-là, il faut passer à la voie intraveineuse, etc. Parce que le mode d'action n'est pas pareil. Ok. Alors, quand vous avez des allergies sévères associées, moi ici, je tique un peu. Ça, c'est la littérature qui nous dit ça. Quand on a une rhinite, c'est pas parce qu'on a une rhinite allergique sévère qu'on va faire une crise d'asthme sévère. Dans ma pratique de tous les jours, j'ai des enfants qui ont des rhinites très sévères. C'est des rhinites allergiques horribles. Mais qui sont asthmatiques, mais qui ne font pas de crise d'asthme très sévère. Une allergie alimentaire, c'est pas parce qu'un enfant a une allergie aux protéines du lait ou à l'œuf ou le chiaja qui va faire une... Mais dans la littérature, c'est ce qui est rapporté. Si vous avez une allergie autre sévère, il y a un risque de crise d'asthme sévère. Moi, c'est le seul truc moi, qui m'embête un peu. Je ne sais pas, vous, dans votre expérience, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Et quand on a une conjonctivite allergique, c'est vrai qu'on a une conjonctivite, c'est pas un risque. Rhinite à la limite, rhinite allergique. À la limite, rhinite. Rhinite, oui. À la limite, rhinite, parce qu'il y a l'inflammation, Oui, ça descend sur les ça, bronches, mais une conjonctivite, une allergie alimentaire. Je suis un peu dubitative. Le bain cytokinique كامل زعما. Et c'est ça, voilà, c'est-à-dire c'est parce que l'enfant fait beaucoup d'allergies, donc il y a un contexte inflammatoire, etc. Mais bon, dans la pratique de tous les jours, moi, j'ai pas vraiment constaté ça. Dans ma pratique, mais après, d'autres facteurs. il y a d'autres facteurs, exactement. Après, il y a des enfants qui font beaucoup d'allergies, عندهم la conjonctivite, la rhinite, la dermatite atopique, l'eczéma, عندهم l'asthme, oui, il y a toujours un risque là, parce que vraiment le contexte inflammatoire. اللي عنده لازم وما عندوش لا rhinite. Ouais, qu'il y a un l'asthme وما عندوش la rhinite allergique. Voilà. Alors maintenant, il y a les comorbidités, l'obésité. L'obésité, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous commencez à avoir beaucoup d'enfants obèses ici, mais moi, j'ai vu tout à l'heure une fillette de 8 ans, 64 kilos, elle pèse plus que moi. Ah oui, je me suis dit, je vais un sirop, mais c'est vrai. Passer aux formes adultes, c'est-à-dire le problème. Est-ce qu'on passe aux formes adultes? La forme adulte, les comprimés, quand un sirop. Les corticoïdes. Imagine, prend un sirop, elle va avaler la bouteille. Et c'est vrai, et sur le plan thérapeutique, après quand on dit aux parents, il faut qu'elle prenne 1 gramme de... C'est beaucoup, elle est encore petite, elle est encore petite, mais elle est très très... oui, mais elle a صغيرة. شتي وحده عندها 13 ans 76 كيلو. Encore chez 13 ans, au-delà de 12 ans, on va dire. Mais d'abord des enfants petits. Et alors, l'obésité, le problème d'ILH, c'est que les cellules adipeuses, elles sont pro-inflammatoires et qu'elles aggravent l'inflammation. Toutes les crises d'asthme que j'ai vues chez les enfants obèses, que j'ai suivies à ma consultation, étaient sévères. Tous les asthmes chez les enfants obèses étaient sévères et nécessitaient des protocoles thérapeutiques très, 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 très forts. C'est-à-dire qu'au lieu de leur donner Flixotide 125 matin et soir, c'est-à-dire que ça tombe 500 matin et soir, et pour le sérétide, le sableux, le symbicort, c'est toujours des fortes doses. J'ai toujours galéré. Mais au bout du compte, après un certain âge, finalement, ça commence à s'arranger. Ok. Et bien entendu, il y a les problèmes psychosociaux et économiques, c'est de ça qu'on parlait. Après, c'est des parents qui sont complètement à côté de la plaque. Il y a des maladies psychiatriques. Il n'y a personne qui va prendre soin de l'enfant. Et c'est... Bien. Alors, l'étape 3, c'est le traitement, la prise en charge. Voilà. Alors, l'exacerbation légère. Tranquille, l'enfant, il vient, il est un peu gêné, il n'a pas la saturation mziana, il n'y a pas de souci, il a quelques sifflements, la gêne respiratoire est légère, et des fois même, il n'y a pas de gêne respiratoire. Vous avez que la toux et les sifflements. La gêne respiratoire, elle est très, très, un petit freinage. Donc là, qu'est-ce qu'on fait?
toujours, on va démarrer. Les bêta-2, B2CA, c'est courte durée d'action. Il y a comme le salbutamol ou la carbitamine. D'accord? Alors, 2 à 4 bouffées. Alors, c'est selon. Moi, quand il vient chez moi au cabinet, je fais 4. Je suis tranquille. Après, vous pouvez faire 2, hein. C'est pas un problème. Tu dis par 5 kilos. Non, c'est pas par 5 kilos. C'est pour la nébulisation. C'est autre chose. C'est Quand autre c'est chose. plus sévère. OK? 2 à 4 bouffées avec une chambre d'inhalation. On renouvelle toutes les 20 minutes ou là, tous les quarts d'heure. On n'est pas à 5 minutes près. Et après, on voit pendant 1 heure. Donc, quel que soit le poids, en fait, c'est 2. Ah oui, quel que soit le C'est vrai poids. qu'on avait 2 bouffées par... on avait La par 5 kilos. Non. Nébulisation. Hadik, c'est l'équivalent d'une nébulisation. Si tu ne disposes pas d'une nébulisation, tu peux faire ça. Sans dépasser 10 bouffées. Sans Eh, dépasser. on dit que Pénalé, je me rappelle très bien. Pas 10 kilos. Oui. Pénal. Là, inhaler, c'est Une bouffée par une 5 bouffée kilos. par 2 kilos de poids, sans dépasser 10. C'est-à-dire qu'un enfant de 20 kilos, ça fait 10. Un enfant de 10 kilos, ça fait 5. Un enfant de 16 kilos, ça fait 8. Mais bon, je te dis, des fois, tu peux donner 10. Hein. Parce que il y a pas, chez l'enfant, il n'y a pas vraiment beaucoup d'effets secondaires. Il y a une petite tachycardie, mais l'enfant, il est déjà tachycarde, à la base. Donc, ça te là, je suis à la fréquence cardiaque, ça, il a 120, c'est pas très grave, c'est très bien toléré. C'est pas comme l'adulte, ok? C'est vrai que l'adulte, ça tachycardise avec la ventoline, hein. C'est pas comme... Ça, les enfants, c'est quoi? Hein? Les enfants, Des fois, des grands enfants. Mais les petits, là, tu fais pas la différence. Ben, quand ils sont en crise, ils sont déjà tachycardes. Ça te dit, l'homme, la fréquence cardiaque. Alors, on évalue après 1 heure. Alors, le problème, est-ce que vous le gardez chez vous au cabinet ou là, vous l'envoyez? Moi, en général, je le garde. Mais c'est qu'on a une crise d'asthme, ça nous dit que les 4 bouffées, ça nous dit la maman, pendant que je vois les autres malades. Et après, à 3 quarts d'heure, 1 heure, je jette un coup d'œil et je vois, est-ce que ça va mieux? Voilà. Alors, il s'améliore complètement. Mais ça, c'est des protocoles que les parents peuvent déjà faire à domicile quand ils sont bien, quand ils sont éduqués, عارفين le protocole, ils sont très, très, comment dire, très engagés dans la maladie. Coopérants. Moi, j'ai beaucoup de malades qui sont comme ça. C'est-à-dire, vous examinez, il n'y a pas de sifflement, la fréquence respiratoire devient normale. Alors, on continue le bêta 2, 2 à 3 bouffées toutes les 4 heures pendant 3 à 5 jours. Alors, il n'y a pas des fois, au bout de 2 jours, ça va bien, bye bye. Hein. C'est pas vraiment. Une semaine, 8 jours de ventoline et tout. 5 jours maximum. 5 jours maximum. Bon, si on veut être vraiment la sécurité, on va donner 5 jours. OK? Alors, si l'amélioration est incomplète, vous n'êtes pas vraiment satisfait, ça veut dire que quand même, il y a un certain degré d'inflammation, on rajoute un corticoïde oral. كاين لي دي فيش ديجا دايرين كورتيكوثيرابي اورال دايرينها بروتوكول من الاول. Non, mais ça dépend de la sévérité. انا سامديرونج هذيك Ça, القضيه il من faut pas, الاول. parce que le fait, si l'enfant fait des petites crises légères qui régressent sous ventoline, tu n'as pas besoin de lui mettre une corticothérapie parce que le fait de faire des corticothérapies répétées, Voilà, ça a des effets secondaires. Il a le petit coup tous les 2 mois une petite crise qui régresse sous ventoline. C'est bien, pas de souci. Mais il a prêté certains les corticoïdes 2, 3 fois, 4 fois par an. C'est pas bien. Voilà, ou tu C'est laisses pas pas bien non seulement physiquement, mais c'est pas bien pour le développement cognitif de l'enfant. Donc il faut vraiment être très économe en corticoïdes. Et à la limite, si l'enfant le prend et que après vous examinez, vous trouvez rien, vous l'arrêtez. Une prise, c'est suffisant. Je dis, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout des 5 jours. Et les 5 jours, ma prache. 3 jours. Tout y est. Ok? Madame, pour les 2-3 bouffées, tous les 4 heures. Oui. toutes les 15 minutes pendant. هذيك درناها هنايا. Non. C'est après, une fois que l'enfant, ça y est, vous il repart chez lui, vous le renvoyez avec ce protocole. فهمتي؟ هذيك درناها déjà. Mais après, vous pouvez dire aux parents que si jamais ça s'aggrave un petit peu, il peut revenir à ça. Et dès que ça, on va tomber faire le protocole. Moi, tout est écrit sur mon ordonnance. Faire non. Si pas d'amélioration, donner corticoïdes, et les parents, je leur explique. Donc, mais moi, j'ai des consultations très longues. J'ai rendez-vous toutes les demi-heures. Donc, en une demi-heure, j'ai le temps de parler, d'éduquer, etc. Je travaille plus beaucoup.
Je fais ولكن تتهضري beaucoup. ça n'en beaucoup. Une demi-heure تبارك الله Une طالعة demi-heure. ماشي ساهلة. Quand j'ai les لا، asthmatiques, حنا نخدموا بزاف. ولكن les asthmatiques ça là, prend les du asthmatiques, temps, c'est ça pas prend possible. du Si je temps. prends les asthmatiques, je suis obligée de Non, faire les ça. asthmatiques, ça prend du Ah temps. non, même pour les vaccins, c'est une demi-heure. J'ai un rendez-vous toutes les demi-heures. Ça fait. Voilà, c'est mon... Depuis qu'il y a Covid, c'est comme ça que je travaille. Un abri de ça. Je limite le nombre de malades, j'envoie 10 ou 12 la journée. Ça me chie ça me chie pas tous les jours quand même. D'accord, ok. Donc on rajoute un corticoïde oral. Il n'y a pas de malade qui tousse qui ne vient pas avec son bêta-cell. Oui, il n'y a pas de malade qui tousse. Mais qu'est-ce L'antibiotique. Ouais. Bon, à Casa d'Eba, quand même, moi je suis filmée à Arif. Donc on a une clientèle qui quand même est un petit peu plus consciente. ما تيبغيوش يعطيو لي زانتيبيوتيك، ما تيبغيوش يعطيو لي كورتيكويد، ما تيبغيوش يعطيو الدواء كاع. بغيت نقول لهم لا واه غتخلي تيلقف سي با بوسيبل. دونك on est bien obligé. Donc je vous donne ah docteur s'il vous plaît Sanglo, très bien. Vous le surveillez, si jamais ça s'aggrave, vous le donnez. Je dis, mais c'est vrai que des fois on est obligé de le donner dès le départ. Hein. Donc 2 mg kilo tout en restant inférieur ou égal à 60 mg, d'accord. Et surveillez au moins 2 heures. Si ça va bien, il repart à la maison. Vous voyez que on donne une prise. Et s'il va mieux, ben on continue pas. Même si ça fait. On décharge, ça y est, il n'y a plus besoin de corticoïdes. Même si. Maintenant, si ça ne va pas, aggravation, chute de la saturation, signe de lutte. À ce moment-là, on fait une nébulisation. Ça, vous pouvez le faire au cabinet. On va voir tout à l'heure comment on fait les nébulisations. Et un corticoïde oral. Et vous verrez que tout à l'heure, il y a quand même des, comment vous dire, d'autres protocoles thérapeutiques. Mais chez injectable, non, nébulisé. En nébulisation. En nébulisation. D'accord? Alors, ça, c'est l'exacerbation modérée. Déjà, on est un petit peu plus sévère que tout à l'heure. Femti, c'est un enfant qui est beaucoup plus... la dyspnée, elle est beaucoup plus importante. Ça siffle, il commence à avoir des petits troubles de l'élocution. Ça va pas très bien. Ça fait quelques heures déjà que ça va pas. Peut-être qu'il glisse un petit peu penché. Bon, donc là, c'est là où on donne 4 à 10 bouffées. Je dis de bêta-2. Je dis, une bouffée par 2 kilos de poids. Ok? Donc, on donne ça avec une chambre d'inhalation toutes les 20 minutes. Des fois, on peut donner 10 bouffées toutes les 20 minutes. Toutes les 15 minutes, non? Ou toutes les 15. Entendu dire des 15 minutes. 20, 15, kiff. Ok? Vous faites comme ça vous arrange. D'accord? Parce que entre 15 et 20, c'est le protocole GINA. Le GINA, ils se sont mis d'accord sur 20 minutes. Mais après, moi aussi, des fois, je le fais sur 15 parce que je suis pressée et j'ai besoin de que l'enfant s'en aille chez lui. Alors, je fais toutes les 15 minutes. Pas 5 minutes près. Parce que, en fait, l'action de la ventoline, c'est pratiquement immédiat. Ça dure 4 heures. Donc, peu importe que tu fasses toutes les 15 minutes ou là, toutes les 20 minutes, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ok? Et d'emblée, on donne un corticoïde oral. Là, il ne faut pas. Parce qu'on sait que l'inflammation est importante, il ne faut pas laisser traîner les choses. Il ne faut pas la laisser s'installer. Il faut couper. Ok? On évalue après 1 heure. Alors, le GINA, c'est exactement le GINA que j'ai traduit en français. Et en le simplifiant. Oui. Excusez-moi, avec l'étape là, si on est en hospitalier, vous préférez, c'est quoi le plus efficace? Oui, hôpital de jour. Est-ce que donner le corticoïde, on voit injectable? Oral. La orale. Oral. Si l'enfant ne vomit pas. D'accord. Si l'enfant... C'est la même efficacité. C'est exactement la même efficacité, voire la corticothérapie orale meilleure. Et le problème de la corticothérapie orale. S'il ne vomit pas, et là, s'il n'est pas bien, ou là qu'il vomit beaucoup, ou là qu'il n'accepte pas. Les des corticoïdes parfois. Voilà. Parfois, il peut ne pas les accepter. Ou là, l'enfant chante fou, ou là, il voilà. c'est pas évident. C'est pas évident. Ou dire le fond moaka, ou dire le haka. Après, il y a des enfants qui n'acceptent pas du tout. Et donc, à ce moment-là, oui, on passe à l'injectable. Mais il faut toujours préférer la voie orale. Surtout que l'injectable, c'est quand même traumatisant pour l'enfant, la piqûre, machin, etc. Donc, c'est par voie orale. On évalue après 1 heure. Amélioration complète, pas de sibilant, fréquence respiratoire normale, la saturation plate. Voilà.
On continue le bêta de comme tout à l'heure et le corticoïde 3 jours. Ok? J5. 3. Si au bout des 3 jours, c'est pas vraiment ça, On peut ajouter rajouter 5. 2 jours. Ou la 1. Ok? Mais en général, 3 jours. Elle a même après 3 jours, quand il garde des petits sifflements tout petits qui ne sont pas très gênés, que la maman me dit il dort mieux, parce que je me dis ça fait il est sur la voie de l'amélioration. Moi, je suis tout le temps dans l'économie de corticoïdes oral. Ok? Et là, on fait un plan de gestion des crises à domicile, l'éducation, éventuellement mettre un traitement de fond si l'enfant n'a pas de traitement de fond, etc. Ok? Là, l'amélioration n'est pas très bonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la nébulisation. On nébulise. Soit on fait une nébulisation, on verra les détails tout à l'heure. Soit toutes les 20 minutes ou on continue. Moi, ma préférence, moi perso, c'est continu. Parce que quand je fais toutes les 20 minutes, c'est une nébulisation, tu as une bronchoconstriction quand tu arrêtes. Donc, ce qui fait que quand tu fais en... Mais là, j'ai déjà préparé le deuxième truc. En continu. Le temps que le corticoïde marche. Parce qu'il faut quand même une petite heure. Et en général, quand on fait comme ça, des nébulisations, après 1 heure, le traitement anti-inflammatoire commence à fonctionner, on a déjà une amélioration. En Ok. général, le temps que ça prend, la glycémie, elle est de 15 à 20 minutes. Exactement, la nébulisation, ça dure 15 à 20 minutes en fonction des appareils. D'accord? Et là, on surveille au moins 2 heures. Et puis après, c'est la même chose. On revient à ce schéma-là. Si tout va bien, on continue. Corticoïde 3 jours et le plan de gestion des crises. Okay. Alors, si ça ne va pas, ça veut dire qu'on est en exacerbation sévère. Si ça ne s'améliore pas, après 1 heure, et que vraiment c'est l'aggravation, chute de la saturation, signe de lutte, polypnée, ça veut dire qu'on est exacerbation sévère, c'est hospitalisé, soins intensifs. Ok? D'abord, les parents les disent est-ce qu'on fait avec le nébuliseur ou là avec une chambre d'inhalation, مثلا اللي عندهم le choix. C'est quoi انا pour اللي les عنده préférés? اللي عنده لو شو اللي عنده Nébuliseur. نيبوليزور في البال تنزلوا فيه. Nébuliseur, c'est mieux. Voilà. Mais en général, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. à la Oui, maison. هذوك اللي عندهم زعما qui peuvent se procurer. Voilà. Mais si vous êtes dans votre cabinet, vous avez le nébuliseur, vous démarrez directement là. Hein. Voilà. فهمتي؟ Et le produit, il est rare. بصح ما بقيتوش تجبروه لا فونتولين سوليوشن. لا احنا في لوبيتال زعما موجود. اوكي. انا كنت انا عندي 2 فلاكون انا حاضيهم والله. tout ce que je peux faire. Vous voyez, ça c'est les petits trucs qui sont les impondérables. Ce qu'on donne, c'est un guide. Mais après, tu n'as pas le produit. Je n'aurais pas dit. Donc tu es obligé de cuisiner avec ce que tu as. Et d'ailleurs, le consensus GINA, c'est pas quelque chose de fixé. C'est un guide, mais à adapter en fonction de la situation, en fonction de la situation économique, psychosociale, machin, et en fonction de la disponibilité des médicaments. Hein. Dans le temps qu'elle britannique dosait. ما بقاوش يجيبوا AstraZeneca. Le bricanil ديالهم ما بقاش ديالهم ما بقاوش يجيبوا. ها؟ لا c'est juste je sais pas même le bricanil بحال ها؟ ما تعرفوش ملي مازال عندها elle est bébé encore. والله الا كان تيتباع وكان عندنا البلميكورت سبراي ما بقاش. Déjà, des médecins qui ont qui se avec un Pulmicort spray. Ah. Même pas qu'il existe. Ah oui, d'accord. Mais ما بقاش البلميكورت. Bien. Alors, donc, voilà, grosso modo, ce que vous pouvez faire. Disons que là déjà, voilà, vous hospitalisez. Soit c'est un réanimateur qui s'en occupe, soit si vous en avez la possibilité, vous vous en occupez vous-même. Hein? C'est dur. Ah non, c'est dur. La crise d'asthme, c'est dur. Oh là, c'est dur. Ou les parents, ou l'enfant, c'est حنا عندنا جده هنايا. la famille. جديده جده هي اللي Ah? حنا جديده جده Les mains. à côté de la plaque. العدو ديالي تجي لا مامان افيك لا مامي. وتقول لها اسكتي تقول لها اسكتي. لا نسي عندك لي مامي هنا تقول لها سي سكتي. ديفيسيل. تشوف واحد لي مامي عندي انا اللي تيحسبهم عارفين كل شيء. Et la fille, مسكينة, la fille, elle est là.
Et elle veut dire quelque chose, mais elle a peur de sa mère. Et quand elle dit quelque chose, ça me fait faire. Bref. Des fois, j'ai envie de les faire sortir. Je dis, je vais parler avec la maman. Alors, ça te prend d'enflammer. Et la maman, avant de me répondre, elle se tourne vers sa mère pour demander si elle peut répondre. C'est ainsi. هادو هما les facteurs اللي تنقول لكم les impondérables. Oui, dites-moi. Pour la nébulisation continue. Oui. Non, il n'y a pas de risque. C'est ce que je disais tout à l'heure. Franchement, moi, j'ai jamais. Déjà, il est tachycarde. Mais là, elle est le scope. Le scope, la saturation. Le cabinet عندك. Il ne faut pas le faire. خليها saturation. Et la saturation, il a des petits scopes. Ça se prend. Déjà, tu angoisses. Et les parents, tu prends des chiffres. En plus, les chiffres, ils te en fonction du capteur. Ou l'alarme. سكوب في l'hôpital ولا في لا كلينيك الا درتي في الكابيني تما حصلتي non non moi je fais la saturation et je la fais de temps en temps et c'est tout et هذاك de quoi on parlait de la tachycardie. Il y a des gens il faut le faire لان انا ما تنقواصاش وما عرفتش هذا ما غاديش يسوي Ah d'accord, mais en général quand ils viennent pour une crise d'asthme, ça veut dire que déjà il est gens sont là, ça veut dire que déjà ça. Alors là c'est à toi de voir. انا بحال دابا je le ferai pas chez moi. ما عنديش سكوب ابدا. هو السكوب عندي ستيتوسكوب عندي لا ساتوراسيون عندي كل شيء عندي لا فريكونس ريسبيراتوار عندي الميغ هنا جو كالكول مي سي جو دي او بارا دي بيقول لي هيا طلعت هي هبطت moi même en hôpital عرفتي ملي كانوا عندي لي برونكيوليت et j'arrivais وطا جو لي بارون حاطين ديك السكوب بحال هكا الله يا ربي ولي انفيرميير من الدكتور تنقول سكوب vous enlevez le scope je veux plus le voir oui mais docteur تنقول c'est moi qui vais le surveiller je veux plus le scope dès qu'on enlève le scope l'enfant il sort 3 heures plus tard. Il s'en va. Mais oui, parce que chez l'enfant, c'est pas comme l'adulte. L'adulte, c'est stable. L'enfant, il bouge. Dès que le capteur il n'est pas à sa place. Remettez le capteur. C'est ça. C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Alors du coup... il a brité très j'ai ouais l'oscope mais dans l'absolu on n'en a pas besoin en fait le truc. Bien alors la problématique c'est ça, c'est que le petit enfant il y a une difficulté d'administration des aérosols. C'est pas si simple. Il y a plusieurs facteurs qui sont responsables d'une déposition oui, insuffisante des systèmes d'inhalation. La respiration surtout nasale, le faible volume courant, l'absence de coopération, le rejet du masque et les pleurs. J'ai exceptionnellement des enfants qui ne pleurent pas, même des grands, même des grands. Donc, ça peut, les pleurs, le rejet du masque, etc., ça pose vraiment un problème. Alors, quel système d'inhalation alors utiliser? De préférence. Là, je vous ai mis le dépôt pulmonaire pour ce qui est disponible. Donc, vous avez l'aérosol doseur, le spray. Ouais, c'est celui-là. Voilà, celui que vous connaissez tous. D'accord? Bon. Vous voyez que le dépôt pulmonaire, même quand la technique, dans le meilleur des cas, c'est entre 10 et 15%. C'est pour ça que si vous mettez, même sans bouffée de ventoline, il y a l'équivalent de 10 bouffées. Voilà. Surtout chez l'enfant, la pénétration, elle est très très faible. L'adulte, comme il sait faire beaucoup mieux, la pénétration est beaucoup plus importante, donc du coup, il va avoir des... Chez l'enfant, c'est très faible. Alors, quand on rajoute une chambre d'inhalation, vous voyez qu'on augmente un petit peu, on va à 25%. Alors, avec le turbo-alaire, c'est ça. Ouais. هما اللي عنده le symbicort, ok. هو هذا le turbo-alaire, vous voyez que ça monte à 30%. Le discus هو هذا ديال sérétide ديال GSK. Le discus هو هذا c'est vers 20%, d'accord, dans le meilleur des cas. Et la nébulisation c'est 30%. La nébulisation c'est ce qui est mieux. Alors c'est l'équivalent du turbo-alaire
à condition que le turbulaire soit bien Bien utilisé. Mais chez le grand enfant, on arrive à le faire. D'accord? Donc, vous voyez, c'est aérosol doseur avec chambre d'inhalation, avec masque. Alors, il faut savoir que le masque, ça diminue encore plus la pénétration chez le bébé. Donc, c'est pour ça que les doses de bêta 2 ne sont pas en fonction de l'âge. Parce que plus l'enfant est petit, plus il faut augmenter la dose. Voilà. Que c'est justement 15 à 25%. Oui. Avec chambre, il est à 15 à 25%. Exactement, avec chambre d'inhalation. Et le masque, il diminue encore. Parce que عندك الباساج نازال وعاد Le masque, le passage nasal, et surtout que ça respire très peu. Le bébé, ça travaille, il respire normalement. Il respire très peu. Ce qui fait que la pénétration chez les bébés, elle est très faible. Elle est de l'ordre de 10%. Et Mais chez le bébé, il n'y a pas de plus il moyen. pleure, moins il est. Ah oui, plus il pleure, là on va voir la diaphragme. Ok, donc vous voyez que le turbu, on ne peut pas l'utiliser chez le petit, il ne saura pas le faire. 5 ans. 5 ans, au-delà de 7 ans, j'arrive à les faire. Sauf chez des enfants de 6 ans très futés. Moi, j'arrive pas. Franchement, j'arrive pas. Jusqu'à. Là, je commence à l'utiliser à partir de 7-8 ans. Voilà. D'accord? قالت لي قبيله ديليغي 5 ans قلت لها 5 ans زعما موحد Non, 5 ans ما يبغيش bon, il est indiqué Ça dépend. à partir de l'âge de. Mais c'est. Ils peuvent pas. 5 ans constant. Alors, ce que je voulais vous parler, on va parler beaucoup plus de la nébulisation maintenant et l'utilisation de la nébulisation. D'accord? Alors, voilà les nébuliseurs disponibles sur le marché. Les nébuliseurs ultrasoniques. Alors, les nébuliseurs ultrasoniques, les nébuliseurs ultrasoniques, ça va. Vraiment. En fait, les nébuliseurs ultrasoniques, ils ne marchent que pour des produits visqueux. Donc, ils ne sont pas utilisés, il ne faut pas les utiliser pour les produits. Ils marchent que dans la mucoviscidose quand ils doivent nébuliser des antibiotiques, des choses comme ça, des produits hyper visqueux. Donc, ça n'a pas d'indication FLAS. Ok? Alors, ce qui est utilisé le plus souvent, c'est le nébuliseur pneumatique. Il y en a plusieurs types, plusieurs marques d'abord. Elles se valent. Le principal, c'est que ni cette chaîne dit que d'autres, cette chauffe la vapeur, c'est très bien. Ça va, c'est bon. C'est le tamis générateur d'aérosol, c'est les derniers nébuliseurs. Ils sont moins performants que ceux-là. Mais l'avantage d'Yaloum, c'est qu'ils sont petits et transportables. Petit. Alors, je ne sais pas s'il y en a de dispo au Maroc, je crois qu'il faut les commander. Mais pour l'instant, il n'y en a pas encore, à ma connaissance. Mais je pense que les boîtes de matériel médical, ils vont les ramener. Mais disons que c'est celui-là. Moi, c'est vraiment exactement celui-là que j'ai au cabinet. Mais il ne marche plus très bien. Et au bout d'un certain temps, donc j'en ai pris un. Ok? Et la marque Hadim, après, je vois ça. Donc, c'est en fonction des arrivages, en fonction. Surtout après Covid, on a eu une pénurie. Pénurie de tout, c'est-à-dire que tous les produits mzianines, ils ne pouvaient plus les ramener parce qu'ils ont devenu trop chers. Chez Haida, كنت شاريها ب 2500 dirhams. Et d'abord, c'est sûr que si نيبليزور عرفوهم الناس في الكوفيد عاد بداو يعرفوا النيبليزور اكثر وبداو oui, mais le problème, c'est que les boîtes ne ramènent pas les nébuliseurs qui sont de très haute qualité, qui coûtent cher. Ils ramènent les petits trucs, là, les produits fabriqués en Chine. Bon, si ça dépanne, ça dépanne, hein, on s'en fiche un peu. C'est comme quand on utilisait la bouteille de CDL pour les sprays, c'est pas grave. Hein. D'accord. Alors, voilà ce qu'il y a comme nébuliseur. Alors maintenant, Une nébulisation sur source d'oxygène. Oui, exactement, sur source d'oxygène, ça c'est bien aussi, hein, c'est bien. Et la même chose. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même efficacité, c'est la même. C'est-à-dire qu'au lieu de la brancher, au lieu de... le débit d'oxygène. 6 litres, tu dois mettre pour que la nébulisation te coûte bien. Parce qu'il faut de la pression. Parce que tu ne peux pas la mettre comme une oxygénothérapie. C'est pour ça que mon extracteur d'oxygène m'a pas dit la nébulisation diète parce que le débit dialogue c'est ce qui fait que tu pratiques chez toi une nébulisation de 10 minutes elle me prend 1 heure. Donc voilà. Hein? Source d'oxygène. Oui, c'est efficace, mais il n'y a pas beaucoup de différence, honnêtement, d'après mon expérience.
Si l'enfant désature, il a une saturation basse. Dixat, il faut bronchospasme. mettre de l'oxygène. Ouais, Oui, de bien sûr. l'utiliser avec Un beaucoup Dixat, d'oxygène. ouais. Mais en général, cette une nébulisation, la saturation, ça C'est le te rappelle la bronchospasme nébulisation. qui... Tout de suite, Ah. immédiatement après. Le bronchospasme qui fait la Oui, désaturation. exactement. Une fois qu'il Mais s'il désature dilate, alors que tu es en c'est train tout. de le nébuliser, tu dois courir à l'hôpital. Ouais. C'est pour ça qu'il faut surveiller la saturation. Bien. Que faire? Aérosol, qu'est-ce qui est mieux, à votre avis? Je vous dis. Alors, non, ici, c'est une étude qui a été faite. Ils ont marqué les produits. Ils ont marqué les produits de nébulisation. Et après, ils ont fait les... Comment ça s'appelle? Hein? Oui, les isotopes. C'est alors, Henna, c'est spray, nébulisation avec un masque mal ajusté. Le masque n'est pas bien ajusté. Regardez, très peu de dépôt pulmonaire et tout reste dans la bouche et un petit peu dans la gorge. Ça ne descend pas du tout. Donc, quand vous faites une nébulisation ou un spray, il faut que le masque soit très très bien ajusté. D'accord, collé. L'enfant. Alors, la chambre d'inhalation que vous utilisez ici, c'est toujours le baby à l'air. C'est la dégueulasse. Je déteste la chambre. Parce que le baby à l'air, elle est d'abord très longue. Et en plus, elle a dit que mais oui, elle a dit que le truc rond qui ne s'adapte pas. Il y a des fuites. Et en plus, c'est tout petit. Je ne sais pas qui c'est qui a conçu ce truc-là. Donc, moi, celle que je préfère, c'est celle où les masques sont comme ça. Avec un petit. Et en fonction de la taille de l'enfant, c'est-à-dire que petit masque quand l'enfant est petit, grand masque quand l'enfant est grand. Pour qu'il soit bien adapté, bien serré. Alors, Heidi, vous voyez, spray, nébulisation, avec un masque bien ajusté, mais avec un enfant qui pleure. Vous voyez quand même, l'enfant pleure. Vous avez quand même du dépôt pulmonaire. À le spray, à la nébulisation, vous avez un meilleur dépôt pulmonaire avec la nébulisation, mais vous voyez, l'absorption gastrique, elle est très importante quand l'enfant pleure. Donc, il avale beaucoup. Alors, Heidi, c'est spray, ici, un spray, ça c'est au début, ça c'est à la fin, avec un masque bien ajusté, sans pleurs. Vous voyez, quand l'enfant ne pleure pas, le dépôt gastrique, il est faible. Vous voyez, le dépôt pulmonaire, il est quand même assez important. Vous voyez, il y en a beaucoup au niveau de la bouche, mais vous voyez quand même que le dépôt pulmonaire, il est important. D'accord? Naya, c'est la nébulisation avec un masque bien ajusté, sans pleurs. Vous voyez que ce n'est pas très différent. Mais au niveau des petites bronches, la nébulisation est meilleure. Ok? Ça pénètre beaucoup mieux. D'accord? Et vous avez quand même un dépôt gastrique qui est avec. Au niveau de la bouche, c'est moins important que pour le spray. Ce qui est normal. Ok? Parce que le spray, ça va directement. Mais vous voyez que ce n'est pas significativement différent. Mais le dépôt dans les petites bronches distales est bien meilleur pour la nébulisation. Ok? Voilà. Ce qui fait que moi, je trouve que chez le petit bébé, la nébulisation, c'est mieux. Perso. Dans ma pratique de tous les jours. Parce que la nébulisation, au moins, ça dit que le masque avec l'élastique, c'est vrai que le masque il est toujours en place. S'il ne pleure pas. Hein? S'il ne pleure pas. Mais si le masque est bien ajusté, même s'il pleure, il y a quand même une certaine pénétration. D'accord? Il pleure. S'il ne pleure pas, mais tous les bébés pleurent. Donc il faut considérer. Elle me dit, moi, quelques Moi, j'ai bébés. toujours pensé que quand il pleurait, C'était mieux. c'était mieux. Non, C'est important et donc Mais on n'a pas le choix. Et parce qu'il y a des parents, chaque fois qu'ils font le masque ou le spray, lesquels le bébé pleure. Le plus important, c'est de bien fixer le masque sur la bouche, sur le visage. Ne pas laisser de fuite. Si le masque est bien ajusté, même s'il pleure, c'est pas bien. Ok? Les récepteurs bêta-mimétiques, à partir de quel âge ils vont? À partir de quel âge il faut la naissance? C'est-à-dire on peut nébuliser des bêta-mimétiques à la naissance. Oui, à 2 mois, 3 mois, sans problème. D'ailleurs, d'abord la bronchiolite, il y a beaucoup de nébulisation de bêta-2. On les fait, les nébulisations de bêta-2. Bien, alors que choisir? Aérosol doseur ou la nébulisation? C'est la même chose, presque. C'est en fonction, voilà. Alors, il n'y a pas d'étude récente. La seule étude que j'ai trouvée, c'est une étude... Alors, je vous explique qu'est-ce que c'est la revue Cochrane.
La revue Cochrane, je ne sais pas si vous connaissez, Oui, oui, c'est grande une revue indépendante qui va faire des méta-analyses et prendre toutes les études indépendantes Oui. et les études contrôlées en double aveugle et tout ça, et faire une analyse de tout ça. Alors, quand on a une étude Cochrane, en général, C'est fiable. c'est fiable. Oui, oui, Voilà, c'est c'est fiable. Donc, c'est une qui montre une amélioration des signes. Il y en a une seule qui va montrer une amélioration des symptômes et une diminution des besoins en bêta 2 chez les enfants nébulisés. Mais c'est pas vraiment très... Vous voyez, il n'y a pas de truc sur la gêne respiratoire, sur la toux. Sur les sifflements, c'est mieux la nébulisation. Sur... alors là, qu'est-ce que c'était? L'utilisation de corticoïdes, je crois. Voilà. Sur les besoins, c'est-à-dire que quand on nébulise, on utilise moins de bêta 2. C'est rapidement, ça marche rapidement. OK? Voilà. Ce qui fait que finalement, sur les sifflements, il y a un confort quand même qui est meilleur. Et dans le temps, ça raccourcit, si vous voulez, le temps, si vous voulez, de bronchospasme. Franchement, on a les sifflements. Après, on ne fait pas très attention. Oui, c'est l'état vraiment clinique. C'est La l'état saturation, clinique. l'état respiratoire. Parce que les sifflements, après une crise. des fois, il y a des 2 enfants jours, 3 jours qui après. peuvent garder des sifflements Voilà. 4-5 jours Ah, après. voilà. Mais quand ça diminue, que l'état clinique est bon, que les parents me disent, il dort, là, il peut garder des sifflements à l'effort. Là, quand il a Allez, happy with Voilà, voilà, exactement. OK. Alors, la différence encore entre nébulisation et chambre d'inhalation, c'est qu'il y a des erreurs d'administration plus faibles avec les nébulisations. C'est-à-dire que là, il y a une étude qui a été faite vraiment, etc. Vous voyez le taux d'erreur d'administration, 25% pour les sprays, uniquement 16% pour les nébulisations. Mais c'est normal parce que le spray, il est là, on prend هذا, l'enfant, il dit هذا, donc il y a toujours des petites erreurs de l'administration. Mais bon, ça, il faut que les parents ils soient bien conscients et que le médecin, il ait le temps de leur expliquer parce qu'on n'a pas toujours le temps. C'est plein de petits trucs comme ça. Alors, quels médicaments nébulisés dans les exacerbations? Vous avez les bronchodilatateurs. Adou, vous le connaissez. Alors, vous avez les nébulisations de salbutamol. C'est la ventoline solution qui existe sur le marché. Alors, la posologie est plus simple maintenant. 0,03 par kilo. D'abord, c'est terminé. C'est 0,5. D'accord? Avant, si le poids est inférieur à 16 kg, et c'est 1 millilitre si le poids est supérieur à 16 kg. OK? Voilà, c'est beaucoup plus simple. Bon, 16 kg, 15 kg, c'est pas... Moi, 15 kg, je mets 1. Honnêtement. Parce que des fois, ça ne marche pas 0,5. Alors, 14. Hein? 14, c'est pas très grave. Et quand l'enfant est petit, voilà. C'est vraiment la précision. Et le bricanil monodose qui existait chez Al-Hadik, c'est la terbutaline, c'est 0,2 mg par kilo, soit une dose par 10 kg de poids. Voilà. Alors, dans les exacerbations, on peut utiliser également des corticoïdes inhalés. Vous savez que maintenant, actuellement, dans les guidelines, les protocoles, les consensus, dans des asthmes qui sont intermittents, un peu persistants, on peut utiliser des corticoïdes inhalés lors des épisodes. Vous le savez, ça. C'est les nouveaux protocoles, c'est dans le GINA. C'est-à-dire qu'un enfant qui va faire par exemple 3 ou 4 crises par an, alors qu'au milieu, il est tout à fait bien, il n'a rien du tout. On fait par exemple une exploration fonctionnelle respiratoire, elle est normale, donc il n'y a pas vraiment d'inflammation. Je dis que la période, on peut, au lieu de donner des corticoïdes par voie orale, on peut donner des corticoïdes inhalés. En spray, mais mieux encore en nébulisation. OK? Donc, c'est des protocoles. On donne une corticothérapie inhalée 1 semaine, 10 jours. Je dis, je dis que le protocole dit tous les enfants, la corticothérapie inhalée, ça fait toute la vie. Non, c'est fini tout ça. C'est en fonction, parce qu'on sait maintenant qu'il y a des asthmes viraux induits, que l'asthme, c'est vraiment beaucoup de phénotypes, même chez le grand enfant, etc. Et donc, du coup,
des fois, on n'est pas obligé de donner un traitement au long cours chez un enfant qui va faire 2 ou 3 épisodes par an. On n'en a pas besoin. Ça n'a pas le moment, une dizaine de jours, forte dose, ou ok. Alors maintenant, dernièrement, on commence à utiliser les corticoïdes inhalés, même dans les crises d'asthme. Même sur une durée de 3-4 jours. Je dis exactement de la même façon qu'une corticothérapie orale. Et donc, ce qui existe en corticothérapie inhalée dans la crise d'asthme, en solution, vous avez, je vous ai mis ici les molécules, vous avez le budesonide, c'est ce qui est dispo au Maroc. En Europe, donc le dipropionate de beclomethasone, c'est-à-dire le clénilfort en nébulisation, ou là le bécotide, et la fluticasone, c'est-à-dire le flixotide en nébulisation. هادشي كله كاين. احنا في المغرب عندنا هي le budesonide. OK? C'est celui qui a été le plus étudié parce que c'est une des premières molécules, un des premiers corticoïdes inhalés qui ont été mis sur le marché. OK? Alors, le protocole, c'est 500 à 2000 gamma par jour. Alors, 2000 gamma, c'est 2 mg. C'est des fortes doses. Hein? Des fortes doses. C'est des fortes doses en nébulisation. Oui. Mais en matière de... Si vous comparez à une corticothérapie orale, le minimum Oui, qu'on bien donne, c'est sûr, 20 bien mg. sûr. Non, c'est moins. Là, c'est 2 mg. Vous voyez? C'est en nébulisation en 2 fois. D'accord? Là, je vais vous montrer le protocole tout à l'heure. Et il faut avoir un nébuliseur pneumatique. Hadi, il y a la dose de pulmicorde. Alors, il existe 2 formes. 0,5, la 500 gamma, qui est commercialisée au Maroc. À l'étranger, en Europe, on a la 1000. En Europe, aux États-Unis, etc. On a 500 et 1000. D'accord? Ce qui fait que on a la 500, donc il faut jouer avec la 500 pour atteindre des doses. Donc, si on veut atteindre 2 mg par jour, on fait 2 doses le matin, 2 doses le soir. Et vous avez saisi le truc. OK? Et après, on fait ça pendant 3-4 jours, voire 5 jours. Même si on le fait 5 ou 6 jours, ça n'a pas d'importance parce que la dose de corticothérapie effective, elle est très faible. Au bout de 5 jours de traitement, on 10 mg maximum. OK? Ce qui fait que c'est quelque chose de très intéressant en matière d'économie de corticothérapie orale. Bon, il faut avoir le nébuliseur, il faut avoir le produit, etc. Pardon, les malades déjà sous traitement de fond. Oui. C'est quoi l'intérêt d'ajouter une corticothérapie inhalée alors que... Ils sont sous un traitement de fond à faible dose. Oui, à faible dose. À faible dose. Là, c'est corticothérapie à forte dose. À la place de la corticothérapie voilà. Orale. À la place de la corticothérapie orale. L'enfant, et tu ne peux pas le mettre, si jamais tu le mets au long cours sous des doses aussi fortes, non. Tu vas avoir des effets secondaires. Sur la croissance, le freinage, etc., etc. Là, c'est des fortes doses. OK? Et c'est ça l'intérêt, de remplacer une corticothérapie orale, même si l'enfant, il prend son traitement, par exemple, il est sous flixotide. Oui. On va donner un exemple. Il est sous flixotide. Et bien, quand tu as la crise, tu as dit flixotide ou tu as dit pulmicorde pendant 5 jours. Après, tu reprends ton flixotide. Merci. On peut la mélanger avec la oui. bêta-2 Oui, on mélange avec le salbutamol, sans problème. Il n'y a pas d'effet systémique? Non, il n'y a pas. Zéro. Pas zéro. Parce que si tu donnes 3-4 jours, 5 jours, pas plus, tu ne vas pas donner une longue période. Moi, j'ai des enfants, des bébés qui ont des asthmes du nourrisson assez sévères qui sont sous pulmicorde au long cours. Mais je ne donne pas les doses HEDO. Ça n'a été une demi-dose le matin, une demi-dose le soir. Ça me fait 500 gamma par jour. Je ne suis pas sûre d'être les doses très, très, très fortes. Alors, quelle est l'efficacité des corticoïdes nébulisés dans le traitement des exacerbations? Alors, j'ai choisi juste l'étude qui a été publiée récemment, 19 études contrôlées. Nébulisation de corticoïdes dans les exacerbations, dans les crises, ou 9 études sur le traitement de fond. Bon, sur le traitement de fond, il n'y a pas photo, ça marche. OK? Ça marche très bien, autant qu'une corticothérapie, si vous voulez, avec spray. Le problème, c'est la pratique de tous les jours. Il faut vraiment que ce soit des asthmes graves, la nébulisation, ou là chez les bébés. Chez qui vraiment la pénétration avec un chambre d'inhalation est très faible et vous n'arrivez pas à les contrôler avec juste la fluticasone seule. Donc là, vous n'arrivez pas, l'asthme est mal contrôlé, même si les parents donnent bien le traitement. Ici, la nébulisation, vraiment, elle trouve sa place.
Ok. Moi, j'ai une dizaine de bébés qui prennent le Pulmicort matin et soir en traitement de fond. Les grands, on a le choix thérapeutique, on peut escalader. Voilà. Chez les grands, chez les bébés, on n'a pas. On n'a pas ce Voilà, choix. on n'a pas. Donc, du coup, en traitement de fond, ça marche. Alors, mais dans les crises d'asthme, avec la méta-analyse, elle a conclu que les nébulisations de corticoïdes étaient aussi efficaces qu'une corticothérapie orale. La même chose. OK? Et en fait, quand un enfant est hospitalisé et qu'il est sous salbutamol, corticoïdes, même thérapie orale et tout ça, qu'on rajoute du budesonide, ça diminue la durée d'hospitalisation et l'enfant va guérir beaucoup plus vite. Alors, voilà. Maintenant, c'est une étude qui a été publiée, 100 enfants de moins de 5 ans qui ont été admis pour crise d'asthme. OK? Ils sont déjà sous salbutamol et corticoïdes par voie intraveineuse. Alors, 50 ont reçu du budesonide en plus, en nébulisation, et 50 que du sérum. Et vous voyez que les enfants qui sont sous budesonide sont sortis beaucoup plus rapidement, donc la durée d'évolution de la crise est beaucoup moins importante que chez les enfants qui ont pris que du sérum. Voilà. Donc, ça diminue la durée d'hospitalisation, bien entendu, le coût, l'angoisse, etc., etc. L'enfant va guérir beaucoup plus rapidement. Alors, c'est une autre étude, 60 enfants qui prennent salbutamol et l'atrovent, vous savez ce que c'est? C'est des atropiniques de synthèse. Il est beaucoup utilisé en réa. Je ne l'utilise pas. Hein? Quand il est associé, pas tout seul, associé aux albutamol. Les crises d'asthme graves. Alors, il est très efficace, mais quand tu fais les études contrôlées, que tu lis, vraiment la littérature, c'est des études contrôlées, apparemment, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'atrovent et le salbutamol en matière d'efficacité. C'est à peu près la même chose. Mais ils sont ensemble pour avoir une bonne bronchodilatation. Pour avoir une bonne bronchodilatation. Alors, 60 enfants attendent le budesonide et 58 enfants attendent du sérum. OK? Et vous voyez que en vert, c'est le budesonide. Le taux de rémission complète, après 5 jours, il est de 84%. Et chez les contrôles, uniquement moins que la moitié. OK? Les besoins en corticothérapie orale, uniquement 17% dans le groupe budesonide et 46% dans le groupe contrôle. Vous voyez quand même que quand on donne le budesonide, vous avez quand même pratiquement plus que 50% des enfants qui n'auront pas besoin d'une corticothérapie orale. D'accord? Quand vous rajoutez. Ça fait? C'est juste pour vous expliquer l'efficacité. Alors, vous voyez, c'est exactement la même chose. Lors des épisodes aigus, 1 mg matin et soir, c'est-à-dire 1000 mg, c'est-à-dire 2 doses, 2 petites dosettes, c'est-à-dire le nébulizeur, pendant 5 jours, dans les examens modérés, aussi efficace qu'une corticothérapie orale. Hadi, c'est le score symptôme, regardez-les, ça se superpose complètement. D'accord? Ou Hadi, c'est la fonction respiratoire. Vous voyez que ça se superpose complètement. Et ici, vous voyez que quand on fait la comparaison de la sortie, de la désaturation, on trouve exactement la même chose. Donc, c'est une très bonne alternative à la corticothérapie orale. Pourquoi c'est bien? Alors, ce n'est pas que tous les enfants rédigés auront des satellants, ça c'est normal. Mais vous avez un enfant, Yallah, 1 mois avant, il a pris une corticothérapie orale, et vous vous dites, purée, 1 mois après, je vais encore lui redonner, ou là, encore 2 mois, ça te dit, Allahumma njarb le budesonide ou chauffe. Et là, dans la grande majorité des cas, ça marche. OK? Voilà, c'est vraiment très intéressant en matière d'économie de la corticothérapie orale. Voilà, c'est ça vraiment son grand budesonide en nébulisation. Nébulisation. On va lui prescrire qu'il est en aérosol. L'aérosol, il n'est plus commercialisé. Non, l'intérêt dialogue, c'est la nébulisation. Le budesonide en aérosol, il n'est plus commercialisé. Et je parle de nébulisation, je ne parle plus de l'aérosol. OK? Le seul handicap, c'est l'appareil. Hein? Oui, c'est l'appareil, exactement. C'est en fonction de... Mais après, s'il y a des parents qui ont l'appareil, c'est bien. Après, il y a des parents qui sont obligés de l'acheter. Il y a beaucoup de patients de Jdida qui viennent, ils ont l'appareil, ils ont tout le chien. Il y a un appareil avec une batterie.
كاينين avec des batteries, c'est possible. Petit, hein. وهذوك هما باللي générateurs. هذوك هما. شتي petits, ils sont transportables et tout. هذوك c'est les nébuliseurs à tamis. Ça, c'est bien, ça c'est intéressant parce qu'ils peuvent l'emmener avec eux partout. Bien. Alors, les autres traitements, alors c'est les atropiniques de synthèse, c'est l'atrovent, mélangé au bêta-2 en nébulisation, qui permettrait vraiment une amélioration très significative du VMS. Alors, le sulfate de magnésium, c'est plus ou moins. Il y a eu beaucoup une mode à un certain moment, on donne du sulfate de magnésium. Apparemment, ça a amélioré. Mais ça, c'est des choses d'IA, des protocoles de l'AREA. C'est les protocoles de l'AREA. Alors, les antibiotiques, non. Non systématiques. Indiqués en cas de surinfection. D'accord? Parce que si vous donnez des antibiotiques pour rien, vous risquez de, si jamais il y a une surinfection, de créer des résistances et que vous-même vous créez une surinfection. Là, tant que vous n'avez pas la preuve d'une surinfection, vous ne donnez pas. C'est-à-dire fièvre élevée, CRP élevé, foyer à la radio, etc. Alors l'azithromycine, maintenant c'est la mode. On a tendance à prescrire de l'azithromycine à tout bout de champ. Alors l'azithromycine, c'est un très bon antibiotique que le Covid a démoli. Parce qu'il y a tellement de résistance maintenant que ça devient inefficace. Il n'y a aucun effet sur l'amélioration des symptômes, sur rien. C'est-à-dire qu'à la limite, si on doit utiliser un antibiotique chez ses enfants, c'est l'amoxicilline ou l'augmentin. L'amoxicilline, acide clavulanique. Pour l'atrovent, mélanger avec la vente. Mélanger en nébulisation. Mélanger. Non, mélanger. D'ailleurs, même le pulmicorte, c'est mélangé. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui a une crise d'asthme, vous avez décidé de mettre du pulmicorte, un nébuliseur, vous allez donner de la ventoline en nébulisation. Le matin, vous mélangez avec le pulmicorte. Après toutes les 4 heures, c'est que de la ventoline et du sérum. Et le soir, vous mélangez avec le pulmicorte. Ok? On met la ventoline, là, le sérum. La dose, c'est 2 doses le matin, 2 doses le soir. C'est 1 millilitre plus de 16 kilos, 0,5. Voilà. Alors, étant donné que la petite dosette d'Iel Pulmicorte fait à 2 millilitres, quand vous mettez 2 dosettes, vous n'avez pas besoin de rajouter du sérum. Vous avez déjà 4 millilitres. C'est-à-dire qu'il y a 0,5 1 millilitre de la ventoline. Et que vous avez compris le système. Facile. Ok. Alors, on organise le retour à domicile, c'est les tartades. Excusez-moi, pour les autres traitements, la ventoline injectable. La ventoline injectable, c'est vraiment la règle. C'est en seringue autopousseuse, etc. C'est quand vraiment, voilà, les récepteurs sont complètement saturés et que la ventoline en nébulisation, elle donne rien. Oui, apparemment, ça marche pas énormément la ventoline injectable. C'est pas extra. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. On a le choix, c'est. Voilà, mais quand l'enfant il est intubé, ventilé, etc., là on est obligé de le faire en injectable. La théophiline, c'est dommage. J'adorais ce médicament. C'est la théophiline. Franchement. Et je t'assure qu'il y avait et un effet bronchodilatateur et un effet anti-inflammatoire. Et le petit suppôt, c'était top. Et on avait le théostat et le xanthium, théostat et tout ça. Et on le donnait au long cours. Et c'était pas cher. Et parce que je crois que c'est parce que c'était pas cher qu'il a été enlevé. D'abord, on m'a dit parce que la dose thérapeutique est très proche de la dose toxique. Moi, j'ai jamais vu de toxicité. En fait, il suffisait de donner juste une dose un petit peu moins que la dose. Et ça marchait très bien. C'est dommage, ça marchait très bien. À la limite, moi, je préférais la théophiline au singulaire. Ça avait moins d'effets secondaires. L'hyperactivité. Et oui, c'est ça. Moi, franchement, c'est dommage que ce traitement n'est plus du tout. Aucun par voie injectable. Ça nous a sauvé des vies, la théophiline. Dommage. C'était des petits trucs où ça fait pas. Alors, pour organiser le retour à domicile pendant l'hospitalisation, il faut vérifier si l'enfant a un traitement de fond. S'il ne l'a pas, il faut l'instaurer. Si vous ne pouvez pas l'instaurer, il faut l'orienter vers une consultation. Donc, ordonnance pour le traitement de consolidation de 3 à 5 jours en fonction de la sévérité, ça on l'a vu tout à l'heure. Ordonnance pour un traitement de fond ou l'orientation vers une consultation. Il faut donner un plan détaillé de la gestion des crises à domicile.
Et puis éduquer sur les facteurs de risque, les signes précurseurs de gravité, etc. Tout ça, vous le savez. Je voulais juste vous donner le plan de gestion de l'âge, de l'asthme. Alors, chez l'enfant de plus de 6 ans, ça c'est le GINA, hein, le 2023, le dernier. L'enfant de plus de 6 ans, pourquoi je vous ai séparé, vous allez voir. Si c'est un asthme intermittent, l'enfant n'a pas de traitement de fond, mais un douche. Il est free, ok? Alors là, chez l'enfant de plus de 6 ans, on peut, à la place des corticoïdes, donner une faible dose de budésonide formotérol. C'est le Symbicort 200, comme traitement de la crise, et non pas traitement de fond. C'est-à-dire 3 à 4 fois par jour, pendant 3 à 5 jours. C'est-à-dire qu'au lieu de donner une corticothérapie orale, dès que l'enfant commence à se sentir une petite crise, etc., il commence ça. Et ça peut lui éviter de prendre des corticothérapies, un corticoïde oral. Mais il faut que l'enfant soit grand. Je dis plus de 6 ans, il dit ok? Alors, si c'est un asthme persistant, l'enfant a déjà un traitement de fond, par corticoïde inhalé ou par corticoïde inhalé là-bas. C'est-à-dire, soit il prend du fluoxétide, soit il prend du sérétide, ou là du saflux. Ou là, il prend du fluoxétide, ou là du clénifor, n'importe quoi. Ok? Même s'il prend ce traitement-là, on rajoute le Symbicort comme traitement de la crise. Ok? Alors, maximum de 8 prises par jour, pendant 3 à 5 jours. On peut aller jusqu'à 8 prises. Vous voyez que maintenant, pour faire l'économie de la corticothérapie orale, même chez le grand enfant, on peut donner une association budésonide formotérol. Alors, vous allez me dire pourquoi pas le sérétide ou le saflux? Parce que les études n'ont pas été faites pour ces molécules. La seule molécule pour lesquelles les études ont été faites, c'est celle-là. Alors, bien sûr, les Français ont crié au scandale. Oh oui, mais c'est de la pub, tatati, tatata. Mais bon, ils ne sont pas les seuls à faire du budésonide formotérol. Mais c'est tout ce qu'on a. Ok? En Europe, ils ont d'autres spécialités. Ici, c'est tout ce qu'on a. Okay? Ce qui fait que le grand enfant, si vous lui avez appris un jour à faire, dites-le petit chut, il en a un à la maison. Le jour où il fait une petite crise, il fait 4 ou 5 fois dans la journée et peut-être que ça va passer. Ok? Alors, s'il ne s'améliore pas, bien sûr, il faut continuer son traitement, rajouter les corticoïdes oraux, consulter. Alors, il faut dire aux parents que si la crise ne s'améliore pas, il faut qu'ils prennent une prise de corticothérapie orale à la maison pour couper l'inflammation et consulter immédiatement. La dernière fois, j'ai eu la discussion avec une médecin. Je ne sais plus où c'était, à Fès, je ne sais plus où c'était. Oh là 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 là. Elle m'a fait un petit scandale à cause de... Oui, mais ça, c'est d'automédication avec les corticoïdes, etc. Je dis non. Si les parents sont bien éduqués, ils savent quels sont les... C'est un protocole. C'est un protocole. C'est un protocole. Une prise, une prise et vous consultez. Ouais, parce que si ça tombe le samedi ou dimanche, il vaut Exactement. mieux Il faut que les parents attendre puissent lundi pouvoir... crise d'asthme sévère. Oui. Avec son bêta 2. Exactement. Avec les bêta 2. Donc avec. Avec, bien sûr. Avec les bêta 2. D'accord. L'asthme intermittent qui n'est pas sous traitement de fond. Voilà. Mais uniquement une ordonnance de Symbicort. Alors, en cas de besoin. Vous avez que parce que le formotérol, c'est un bêta 2. Longue durée. Longue durée. Mais on le donne comme un bêta 2 courte durée. 4 à 5 fois. D'accord. Il y a un asthme persistant. On rajoute le HADA. Voilà. Ça, on continue le traitement. On rajoute les corticoïdes à ça. OK? Mais là, on ne donne plus le bêta 2 Bordeaux. On le donne toujours associé à les nouveaux protocoles d'Abagine. Mais après, c'est en fonction de ce que vous pouvez faire aussi. Parce que peut-être qu'il y a des parents qui ne peuvent pas se permettre d'acheter le Symbicort et qu'ils n'ont que de la ventoline ou maintenant Astalin, machin, etc., etc. Et donc, si vous n'avez pas, mais ça, je vous donne les nouveaux protocoles qui existent actuellement. C'est-à-dire que vous pouvez, si l'enfant, j'ai des enfants qui sont déjà sous Symbicort, qui sont sous Symbicort 200, je leur rajoute les bouffées Fenra. Ou là, j'en ai qui ont des angles sévères qui sont sous Symbicort 400. Ça nous le 200 tire soudain et il connaît. Donc, quand il a une crise, il augmente les doses. Il rajoute. C'est-à-dire, je le mets sur l'ordonnance. En cas de gêne respiratoire ou sifflement, prendre jusqu'à 4 ou 5 prises par jour. Voilà. Espace 2. 3 heures, 4 heures, peu importe. C'est un asthme intermittent. C'est-à-dire que, en fait. C'est une courte durée. C'est pas un traitement de fond. C'est un traitement de la crise. En cas de. Parce que maintenant,
Non, هذا. S'il aggrave, dans le premier cas, Il n'a pas de traitement de fond. il n'y a pas de traitement de هذه تعطيه une faible ديرها في dose. الكريز. انا هذاك اللي تندوي لك عليه هذا. J'ai des enfants par exemple qui sont déjà sous corticoïdes inhalés, qui sont déjà sous Symbicort. Je leur dis de multiplier les prises. Comme si s'ils prennent du sérétide ou du saflu ou شي حاجه ou du flixotide, il faut leur donner du Symbicort يكون عندهم في الدار. باش ياخذوه au moment de la crise. Pour encore une fois éviter la corticothérapie orale. Tout simplement. sans avoir recours au bêta de. Sans avoir recours, c'est un mélange. Le formotérol, c'est un bêta-2. Sans avoir recours à la ventoline, si tu veux, au salbutamol, que l'on connaît classiquement. Et si jamais ça s'aggrave pas, si jamais ça s'aggrave, et que ça on rajoute les corticoïdes. Ça veut dire que c'est pas suffisant, il faut passer à l'étape supérieure et consulter bien entendu. Mais en général maintenant, apparemment sur les études qui ont été faites, le protocole, quand ça démarre tôt, ça casse la cascade inflammatoire. Ok. Alors chez le petit enfant, chez l'enfant de moins de 6 ans où qui ne peut pas prendre le Symbicort, pour tous les enfants, sous traitement ou le machine sous traitement, augmenter la fréquence des bêta-2, c'est-à-dire du salbutamol, donner ou augmenter la dose de corticoïdes inhalés en spray ou en nébulisation. C'est-à-dire si l'enfant prend du flixotide par exemple, tu peux augmenter la dose de flixotide ou là rajouter du budétosine en nébulisation. Du pulmicort. On peut mélanger, c'est pas un problème. Mais ça, tu le donnes en traitement de la crise et non pas en traitement de fond. Traitement de fond, c'est différent. Ok. Oui, pendant 5 jours. 5 jours. D'accord? Mais tu peux aller un petit peu plus loin, même si tu veux. 5 jours, c'est la moyenne. Après, tu peux faire 6 ou 7. Hein. Pas un problème. Si ça ne s'améliore pas, bien sûr, on continue le bêta-2, on continue les corticoïdes, on rajoute les corticoïdes oraux et on consulte. Ça fait? Ce plan doit être détaillé pour chaque enfant en fonction du traitement qu'il reçoit. Bon, en fonction de la situation, en fonction de la situation financière, en fonction de la situation psychologique, la situation psychosociale. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est un guide, mais après c'est à adapter en fonction au contexte marocain. Au contexte marocain. Hein? La dria. D'abord, il y a et tout ça. Mais en fait, des fois, quand vous prenez l'habitude, ça vient tout seul. Avec des ordonnances, tu sais, moi j'ai des ordonnances pratiquement. Il faut faire ça. La ventoline, il faut donner ça. Le Symbicort, il faut donner ça. Augmenter la dose en donner toutes les 4 heures. Ça fait. Après, ça vient. Ça vient avec. Quelquefois, donc, arriver à classer l'asthme. C'est difficile quelquefois. Donc, les gens. Oui, c'est difficile. C'est très difficile donc de. Oui, l'interrogatoire est difficile. C'est vrai, je ne te cache pas que c'est pas facile, surtout avec certains patients qui confondent tout. Exactement. Qui confondent tout. C'est là, les sifflements, est-ce qu'il siffle, est-ce qu'il ronfle, est-ce qu'il siffle من Donc, il y a des petites astuces, mais après, c'est avec l'expérience qu'on apprend ces astuces. C'est-à-dire que تقولوا إلا جرى ولا لعب شنو تيوقع تيسعل في الليل واش ملي تيضحك تيبدا يسعل واش شتي تيزوي صدرو واش تيزوي واش تيسمع ولا شتي c'est pas évident mais après quand l'interrogatoire n'est pas évident tu es obligé de faire un traitement d'épreuve ما عندك ما دير La difficulté تبقى بين l'intermittent parfois et la crise légère, l'intermittent et la légère. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Si tu surtraites, c'est pas un problème. Si tu surtraites, c'est pas un problème. Oui. Même si tu es par exemple intermittent ou là persistant léger, tu te dis wesh hadi ou hadi. Maman, t'as une petite dose de corticoïdes inhalés. J'ai quelquefois les enfants chauffent les pneumos adultes. Si j'ai un enfant avec soi-disant des 2 bouffées à la demande, là, ça marche pas. C'est un enfant qui vit très très mal. بلا شنقر d'inhalation. Si on ne le laisse pas jouer, c'est حنا اللي ما داويناش. Exactement. Parce que maintenant, vous savez que dans les pays d'Europe du Nord, Suède, Finlande, etc., l'activité physique fait partie intégrante de la prise en charge thérapeutique de l'asthme. Activité physique qui est pratiquement payée par l'État. Critères de contrôle. Asthme contrôlé ou pas contrôlé.
تيخصهم يمشيو يلعبوا في لا ناتور يلعبوا في لا فوري وينعسوا في الثلج ويديروها من 16 parce que ça fait partie intégrante de l'activité physique. Et moi c'est vrai que j'ai beaucoup d'enfants asthmatiques. Alors maintenant quand les enfants asthmatiques ils viennent ils me disent l'enfant il veut jouer, il veut aller jouer au foot et les parents ils veulent pas. Là on dit ah oui là ils veulent pas. Alors quand je leur dis ah non il faut absolument qu'il aille jouer au foot chez l'enfant تي نقصوا مسكين عرفتي ماشي تيفو حتى عليه تيجي يبوس لي يدي ويمشي عرفتي تقول لي وقولها لها لا les pauvres. Tu sais d'abord surtout le foot tous les garçons veulent jouer au foot ce qui est super vraiment ok on a fini. Voilà c'est une urgence. Le protocole de prise en charge est actuellement bien codifié avec bronchodilatateur corticoïde éventuellement. Mais l'alternative à la corticothérapie orale, c'est l'utilisation du traitement inhalé en spray, qui est budesonide formoterol chez le grand enfant, ou en nébulisation à forte dose chez le petit, d'accord? Et même chez le grand éventuellement, d'accord? Quand il y a des enfants qui font des asthmes sévères, pendant une courte durée, c'est-à-dire 5 jours. C'est un traitement efficace dans les crises légères à modérées, qui permet d'éviter des corticothérapies orales répétées. Les bébés, c'est jusqu'à quel âge? À partir de quel âge? Comme tu veux. Ça c'est très... Même 3 mois, 4 mois, 2 mois, on peut nébuliser. Hein. C'est pas un problème. Les bébés, on leur donne bien du bétastin. Alors pourquoi ne pas nébuliser? C'est moins nocif si tu veux. Moins nocif. Maintenant, la nébulisation de pulmicorde dans les bronchiolites, ça n'a rien donné. Non, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné parce que la bronchiolite, c'est des sécrétions. C'est pas de l'inflammation bronchique. Il y a un peu d'inflammation, mais il y a beaucoup de sécrétions, de débris et tout. C'est pour ça que les corticoïdes ne marchent pas très bien dans la bronchiolite. Dans la bronchodysplasie, ça marche. Oui. Alors, il y a d'autres utilisations. La bronchodysplasie, ça marche aussi dans les séquelles de virose. Dans les séquelles de virose, ça marche. Enfin, ça marche. Ça améliore, on va dire, le confort. D'accord? Voilà, je crois qu'on a fini. Alors, je vous donne juste des guidelines pour, si jamais ça vous intéresse de lire. Oui. Voilà, on a fini. Merci.